Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean-Baptiste Giraud. Une étude du ministère de la Santé l'a révélé aujourd'hui, plus de 5700 lits et 25 établissements hospitaliers publics et privés ont été fermés en 2020, année au cours de laquelle la France a été mise à l'arrêt lors des confinements. Je cite la raison, afin d'éviter la saturation des services de réanimation. Une mise à l'arrêt qui a coûté, selon Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics, entre 170 et 200 milliards d'euros. C'est le chiffre qu'il a donné avant-hier sur CNews. Bref, un coût qui représente bien plus que 5700 lits d'hôpital. Et les fermetures continuent puisque, selon le syndicat FO, plus de 1800 lits ont encore été supprimés au premier trimestre 2021, d'où notre grand débat. En 2020, malgré la Covid, 5700 lits ont été supprimés dans les hôpitaux. Est-ce le moment de faire des économies sur la santé? Et vous êtes 96,2% à dire non. Avec nous, Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Je le dis, de manière annexe, conseiller régional LFI d'Île-de-France. Bonsoir. Bonsoir. Plus de 5700 lits supprimés l'an dernier. Si on reste sur la tendance du premier trimestre, ce seront 7200 cette année. Est-ce que c'était le but du Ségur de la santé ? Oui, vous savez, nous sommes face à des Ponce Pilate qui, vous savez, c'est le en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un discours où, soi-disant, on défend l'hôpital, on donne des moyens, mais en fait, de l'autre côté, on poursuit la fermeture massive de lits et d'établissements parce que, nous sommes face à des libéraux qui considèrent que la santé doit relever du secteur marchand. Donc, on gardera un certain public de très mauvaise qualité pour les plus pauvres parce qu'on est des bons chrétiens et qu'on ne les laissera pas mourir dans la rue. Mais globalement, on poursuit les fermetures de lits. On se donne les moyens de ne pas former le personnel en nombre suffisant, ce qui permet de fermer des lits supplémentaires. Vous voyez, là, je suis dans mon hôpital, je sors d'une réunion de ce qu'on appelle la commission médicale d'établissement. En ce moment, dans mon hôpital, l'hôpital Avicenne à Bobigny, dans une des régions les plus pauvres de France, en ce moment, 25% des lits de mon hôpital sont fermés par manque de personnel. Voilà la situation aujourd'hui de notre système de santé. Et si on a connu une crise avec le coronavirus, ce n'est pas parce que le nombre de malades était très élevé. Certes, on a eu effectivement un nombre de malades important, mais c'est surtout l'incapacité de l'hôpital à pouvoir prendre en charge ces malades. Il a fallu tout arrêter avec des conséquences sur la santé des patients qu'on n'a pas opérés, qu'on n'a pas hospitalisés. Et on va le payer. Vous savez, là, dans les pays qui mènent cette politique depuis nombreuses années, que sont les États-Unis, l'espérance de vie depuis 2014 aux États-Unis, qui est le modèle de M. Macron, l'espérance de vie diminue depuis 2014. Philippe Bilger. Christophe Prudhomme, j'ignorais que vous étiez LFI, mais ça ne rend pas votre conversation moins passionnante. Est-ce que la France, en général, n'est pas capable de relever des défis conjoncturels, mais elle a beaucoup de mal avec les dysfonctionnements et les pauvreté de structure? Est-ce que vous croyez que ce pouvoir aurait pu faire autrement, véritablement? Ce pouvoir aurait bien sûr pu faire autrement. Vous savez, on arrive à la fin d'un quinquennat. La crise liée au coronavirus est arrivée au moment où l'hôpital était en lutte depuis presque un an. Depuis de nombreuses années, nous demandions un moratoire sur les fermetures de lits et les fermetures d'établissements. Vous savez, ce gouvernement a intégré Mme Bachelot, qui à elle seule, lors de son passage au ministère de la Santé, est responsable de la fermeture de presque 40 000 lits. Donc c'est une politique qui est menée depuis de nombreuses années. Et là où j'en veux beaucoup, c'est-à-dire que moi je suis prêt à débattre politiquement, mais pas avec des menteurs, pas avec des gens qui n'assument pas leurs actes. Voilà. Il faut qu'ils nous disent aujourd'hui qu'effectivement, leur modèle n'est pas celui du service public avec la sécurité sociale. C'est le modèle marchand de la santé qu'ils défendent aujourd'hui. Alors bien sûr, ils ne le disent pas clairement à la population parce qu'ils savent très bien que ça ne correspond pas aux aspirations de la majorité des Français. Jean-Baptiste Giraud.
Je vous prends mon livre pour avoir le vrai chiffre. Dernière crise avant l'apocalypse. Donc j'ai un chapitre 3, page 73, cette très chère sécu, et qui nous rappelle qu'en 2020, le déficit de la sécurité sociale avoisinait les 40 milliards d'euros. Et la sécurité sociale accumule les dettes depuis des années et des années. Au tout début du mandat d'Emmanuel Macron, les déficits étaient encore terribles. Et en 2019, on atteignait un pseudo-équilibre. Certes, je vous le consens tout à fait, Christophe Prudhomme, à coup d'économie. Mais le problème, c'est que nous n'avons plus les moyens de soigner les gens gratuitement, puisque c'est ça la promesse de la Sécu, en 2021, comme on le faisait en 1947. En 1947, on vous décelait un problème cardiaque, on vous renvoyait chez vous, et vous finissiez votre vie comme vous pouviez. Je ne vous parle pas de la dialyse, je ne vous parlais pas du diabète de type 1 ou du type 2, et de tout un tas d'autres pathologies. Aujourd'hui, c'est extraordinaire. On sauve un enfant qui est né prématuré, je crois à l'âge de 15 semaines, et on arrive à en sauver certains. On fait des choses extraordinaires, bien évidemment. L'espérance de vie lorsqu'on vous annonce un cancer n'a rien à voir aujourd'hui avec ce qu'elle était, ne serait-ce qu'il y a 10 ans et encore moins il y a 20 ans, mais nous n'avons plus les moyens. Notre économie est incapable de supporter le poids de la sécurité sociale et accessoirement d'ailleurs de notre système de retraite. Monsieur, vous ressassez un discours qui est connu, qui est celui des libéraux. Écoutez, je prends le pays qui est le modèle vers lequel nous dirige monsieur Macron, que sont les États-Unis. Les États-Unis dépensent 50% de plus que nous dans leur système de santé, avec un résultat qui est beaucoup moins bon. Mais où va la différence? Dans le business des assurances, des cliniques privées. Mais vous avez tout à fait raison. Vous savez, le problème du déficit de la sécurité sociale, c'est une grande escroquerie intellectuelle. Vous diminuez les recettes et vous créez un déficit. Mais quelle recette? Aujourd'hui, quelle recette? C'est quoi les recettes? Le chômage, par exemple. Les recettes. Vous avez par exemple la réduction Fillon où maintenant quelqu'un qui touche le SMIC ou un peu plus ne paye plus de charges sociales. Non mais les recettes. Attendez, les charges sociales, qu'est-ce que c'est les charges sociales? Ça n'existe pas. Je vous reprends l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, un smicard va vous dire qu'il gagne 2000 euros. Bien sûr, non mais on est d'accord. Parce qu'il gagne l'ensemble de son salaire. Non mais on est d'accord. C'est-à-dire son salaire plus ses cotisations sociales. Non mais vous êtes Christophe Prudhomme, c'est le salaire différé, bien évidemment. C'est le salaire différé. Bien sûr. Et l'ouvrier ou l'employé américain doit se payer son assurance personnelle et doit se payer son fonds de pension pour sa retraite. Mais Christophe Prudhomme, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Les charges sociales, ce ne sont pas l'argent dit des charges sociales, ce ne sont pas des charges sociales. Mais c'est pas ça que je disais, Christophe Prudhomme. Ça appartient. Ce que je disais, Christophe Prudhomme, on est tout à fait d'accord. Ce que je disais simplement, c'est que le coût de la santé de 1945, quand on met en place le système, n'a rien à voir avec le coût de 2021. Et or, aujourd'hui, nous n'avons pas résolu cette équation. On soigne extraordinairement bien. On a résolu l'équation. En 1945, vous aviez 200 000 mineurs. Aujourd'hui, dans l'industrie, avec les progrès techniques, on a besoin de beaucoup moins d'ouvriers, on a fait des gains de productivité fantastiques, on dépense moins dans l'industrie et on dépense plus pour la santé, pour les loisirs. C'est l'évolution de la société. Et on a de la marge, je le répète, on a de la marge. Est-ce que les États-Unis sont en train de réduire les dépenses publiques 37% de leur PIB dans leur système de santé. Françoise de Gaulle, attendez, juste pour revenir sur les États-Unis. On va pas faire une bataille de chiffres sur les États-Unis. Françoise de Gaulle, et après on part au 0826 300 300. Honnêtement, moi je pense que Christophe Prudhomme a raison de se battre pour notre modèle social. Jean-Baptiste parle des États-Unis. Pas moi, c'est Christophe. J'ai une partie de ma famille qui vit aux États-Unis et quand pourtant vraiment c'est pas des révolutionnaires échevelés. Quand ils ont vu la bataille sur les retraites, ils sont sur la côte ouest, c'est-à-dire Seattle, la Californie, etc. Ils ont dit continuez à vous battre. Pourquoi continuer à vous battre? Parce que le système épouvantable des fonds de pension, épouvantable. Quand vous avez Enron qui se casse la gueule, et ben vous perdez les économies d'une vie entière. Et donc, bien sûr que ce système, il faut le protéger. Bien sûr que Christophe Prudhomme a raison en disant qu'il faut des recettes supplémentaires. 1 million de chômeurs en moins, ce sont aussi des recettes supplémentaires pour la Sécu. Bien sûr que c'est une question de décision politique. C'est tout à fait délirant. La malhonnêteté intellectuelle de ce gouvernement. Et je vais pas dire plus que cela. C'est absolument fou.
fou. Moi, je vois un grand risque à la réélection d'Emmanuel Macron. Je vois vraiment la fin, véritablement, du modèle social. Et tous les gens sur les plateaux qui nous disent on n'a plus les moyens, ce sont les premiers à bénir les semaines de 5, les congés de 5 semaines, sont les premiers à bénir le fait que quand on va à l'hôpital, on fait faire un scanner en pleine nuit aux urgences, ça vous coûte rien. Donc, ce modèle social, c'est, écoutez, payons un peu plus les tranches les plus élevées pour le préserver globalement. Tout ça, c'est une utopie absolue. Non, c'est pas une utopie. Christophe Prudhomme, et on part au 0826 300 Je voudrais parler quand même des États-Unis. Non, mais il termine. Ce n'est pas une utopie aujourd'hui. Vous savez, je vais vous donner. Alors, vous vous dites que ce n'est pas une bataille de chiffres, mais aujourd'hui, les hôpitaux sont surendettés et remboursent simplement en emprunt, en intérêt d'emprunt. Pendant les banquiers, Christophe Prudhomme. Mais non, mais non, c'est ce qu'il est en train de dire. Attendez, mais moi, je n'attaque pas les banquiers. Je vous dis simplement que verser 1 milliard d'euros d'intérêt aux banques, alors qu'avant, qui prêtait aux hôpitaux? Non pas les banques. C'était la Banque de l'État, c'était la Caisse des dépôts et consignations. On avait des prêts à taux très réduits sur 40, 50, 60 ans, ce qui permettait de ne pas être surendetté. Aujourd'hui, si vous enlevez le poids de la dette aux hôpitaux et un impôt injuste qui s'appelle la taxe sur les salaires, aucun hôpital n'est en déficit. Donc c'est simplement le fait qu'on a changé le mode de fonctionnement des hôpitaux qui ne sont plus considérés comme des services publics, qui doivent fonctionner comme des entreprises classiques, qui font qu'aujourd'hui, effectivement, le système est en grande difficulté parce que le choix politique qu'il faut faire aujourd'hui, c'est est-ce que la santé relève du système marchand ou pas? Non, la santé relève de la solidarité nationale et doit être financée par des cotisations sociales et par la sécurité sociale qui a montré que c'était un modèle pertinent. Direction le 0826 300 300, direction Paris. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez du sujet? En 2020, malgré le Covid, 5700 lits ont été supprimés dans les hôpitaux. Bon, alors moi, je peux parler du fait qu'on a supprimé des lits alors qu'on a restreint les libertés, etc. Je veux dire que je ne vois pas en quoi c'est une économie de supprimer des lits d'hôpital public, puisque si vous avez l'appendicite, vous allez devoir vous faire opérer de toute manière, donc vous allez aller dans une clinique privée, donc ça va coûter plus cher à la Sécu. Vous allez devoir aussi peut-être, au lieu de vous faire soigner à côté de chez vous, aller plus loin, donc avoir besoin d'une ambulance. Enfin, c'est pas du tout, je vois pas en quoi on fait des économies en fermant des lits dans des hôpitaux publics. Et aussi la santé, c'est un investissement, puisque des gens, des salariés bien soignés qui reprennent plus vite le travail, et c'est bon pour l'économie. Donc je ne vois pas en quoi rogner sur la santé, ça va faire une quelconque économie. En fait. Alors, je vais élargir un peu la pensée, Christophe Prudhomme. Quand on voit, c'est 170 à 200 milliards d'euros que coûtera le Covid, c'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Dussopt, avant-hier sur CNews. On aurait eu les lits d'hôpital, on n'aurait pas eu besoin de confiner le pays. Non. Et donc, on n'aurait pas eu besoin de confiner le pays parce qu'il y aurait eu suffisamment de lits d'hôpitaux pour soigner les gens et on aurait fait 200 milliards d'économies. C'est pas un problème de lits d'hôpitaux, vous savez bien, Philippe, c'est pas un problème de lits d'hôpitaux, c'est un problème de personnel, Christophe Prudhomme pour vous le dire. Il a 25% de ses lits qui sont fermés, pas parce que les lits sont cassés, mais parce qu'il a personne pour soigner les gens autour de nous. Mais non, c'est complètement lié. Vous savez que nos chers économistes distingués qui passent encore sur les plateaux télé aujourd'hui, ce sont eux qui ont diminué le nombre de médecins en formation, le nombre d'infirmières formées dans les années 80 90, en expliquant que si on diminuait le nombre de prescripteurs que sont les médecins, on ferait des économies au niveau de la sécurité sociale. Donc on a créé cette situation. Non, mais bien sûr, vous avez raison. Voilà, donc il faut arrêter de nous raconter des histoires. Moi, je peux vous ressortir effectivement des interviews de l'époque qui disait exactement ce que je vous énonce aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une politique qui est menée depuis le tournant de la rigueur en France avec M. Bérégovoy et par les libéraux aux États-Unis avec Reagan et par Mme Thatcher en Grande-Bretagne. C'est les deux Philippe m'autorisent quand même puisque ça je connais bien. Oui, mais ça je connais très bien la santé et pour le coup, juste pour Christophe Prudhomme, je vais lui dire, je suis d'accord avec vous pour sortir la santé du système marchand. Je le propose même avec Jacques Bichot dans mon livre Dernière crise avant l'apocalypse. Il faut effectivement que la santé ne soit plus dans l'économie marchande standard. C'est la solution.
question, vous avez tout à fait raison. En revanche, comparer avec les États-Unis, c'est malhonnête, puisque les États-Unis, ça n'est pas une économie normale. C'est un OFNI, un objet financier non identifié, qui a créé l'an dernier plus de 1000 milliards d'euros, de dollars d'ailleurs, qui ont été injectés dans l'économie. C'est une économie qui ne fonctionne pas avec les règles qui s'imposent à nous. Donc on ne peut pas comparer le système économique américain à notre système. Vous connaissez la situation. Le dollar, c'est notre monnaie, c'est votre problème. Voilà, merci Philippe Billiger. Merci à vous deux, Philippe. Christophe, moi, encore une fois, je suis très ignorant et surtout dans le domaine des chiffres. Quand vous dites que ça ne doit pas être un système marchand, est-ce que ça veut dire que vous répudiez toute efficacité et toute rentabilité dans ces services publics? Bah oui. Ah non, absolument pas. Vous savez que quand on a rencontré un problème au niveau des investissements, nous nous sommes étonnés, nous syndicalistes. Non seulement je suis apparenté LFI, mais je suis aussi à la CGT. Vous voyez, j'ai deux tares. Bon, c'est la CGT qui a dit c'est pas normal qu'on n'ait pas de comptabilité analytique à l'hôpital pour savoir où va l'argent, ce qu'on dépense. Ah oui. La question, c'est la finalité. Est-ce que effectivement, à la fin de l'année, on doit faire des bénéfices ou pas? La différence qu'il y a entre un hôpital et une clinique aujourd'hui en France, or les cliniques privées en France, c'est quand même 30% de l'offre de soins, c'est que ces cliniques sont dans les mains d'investisseurs étrangers. Et s'ils viennent investir en France, c'est parce qu'il y a de l'argent à se faire. Et un des plus grands groupes de cliniques en France, le groupe L100, a un de ses actionnaires, qui était encore l'actionnaire majoritaire l'an dernier, qui a son siège fiscal au Luxembourg pour défiscaliser les bénéfices qu'il fait sur l'argent de la sécurité sociale et des patients. Bon, oui, c'est ça le problème. C'est quelle logique aujourd'hui Françoise de Gaulle, dans cette activité vous avez qui n'est pas une activité marchande. Là, je suis d'accord avec vous. Vous avez EDF qui fait aussi de la défiscalisation. Vous avez les grandes entreprises publiques qui font aussi de la défiscalisation. Qui ont leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Irlande, donc, etc. Quand vous avez, si vous voulez, les grands serviteurs de l'État, les grandes entreprises d'État qui font ça, pourquoi est-ce que pourquoi le marché privé se gênerait? C'est là que ça va pas. Moi, je pense que on sera d'accord là-dessus, Christophe Prudhomme, mais je voudrais quand même préciser, le service public n'est pas là pour être rentable. Il n'est pas là pour coûter de l'argent. Il n'est pas là pour être à fond perdu, mais commencer à introduire l'idée de rentabilité dans l'idée de service public, de toute façon, à un moment donné, c'est oxymorique. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est rentable? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que c'est rentable de façon palpable, évidemment, les milliards que nous mettons dans l'éducation et l'éducation gratuite? La réponse, évidemment, est non. C'est rentable, ça rapporte et ça crée des valeurs dans un autre domaine. Mais donc, la défense, c'est pas rentable. Mais ça permet de se protéger. Voilà. La justice, c'est pas rentable. Le régalien, quoi. Non, mais si vous voulez, l'idée libérale. C'est pas rentable. Non, mais l'idée libérale, oui. Mais non, mais parce que nous. Non, mais écoutez, nous réfléchissons avec le PIB. Moi, je pense qu'il faut inventer autre chose. Et vraiment, la tendance profonde, elle va vers ça. Il faut inventer, il faut créer de nouveaux indicateurs de croissance, des indicateurs de bien-être, des indications. Oui, mais bien sûr. Mais vous rigolez, il existe au Népal. Il existe au Népal, il existe dans certains États. Mais je veux dire, il faut aller vers ça. Et surtout, enlever, oui, c'est un gros mot, rentabilité dans les services publics, c'est un gros mot. Et c'est pas de l'utopie, arrêtez avec votre utopie. Les règles du jeu, la fin à les règles du jeu, on les change. Très court. Non, mais le problème, c'est que les règles du jeu qui s'imposent à nous en ce moment. Non, il n'y a rien qui s'impose. Christophe Prudhomme, le mot de la fin. C'est pas du tout de l'utopie, c'est une question de choix politique. Voilà, exactement. C'est une décision. Qu'est-ce qui doit politique. relever aujourd'hui du secteur marchand et qu'est-ce qui ne peut pas relever du secteur marchand? Et sur la création de richesses, eh bien, les richesses, ce n'est pas que de l'or en barre et des liasses de billets de $100. C'est les valeurs concrètes. C'est effectivement la qualité de vie humaine. Et aujourd'hui, si on veut préserver la planète, eh bien, il faut préserver aussi la santé de ceux qui vivent sur cette planète. Mais et ça nécessite des services de santé financés à hauteur des besoins de la population. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, Christophe Prudhomme. Et la solution, c'est que l'intégralité des pays qui comptent dans le monde sur le plan économique, c'est plus large. Se mettre d'accord en disant on sort la santé du système économique marchand et donc on paye avec une autre monnaie à la limite ses services et ses biens, mais il faut que l'intégralité des pays joue le même jeu. C'est pour ça que tout le monde pense que la présidentielle veut que ça soit sur l'immigration et la sécurité. Moi je crois qu'on se plante. Je pense que l'aspiration profonde c'est l'écologie, le bien-être et le social. Vous allez voir ça. C'était votre éditorial dans le Grand Matin de Patrick Roger et Cécile de Bien Bilibus, sûr, mais je continue à le dire. Non, c'était la semaine dernière. C'est la semaine dernière. Voilà, pardon. et je continue à le dire et tout va dans ce
ce sens. Merci beaucoup, Christophe Prudhomme. Tout le monde fait sa pub pour son note éditoriale, pour son Mais bouquin. non, mais on s'en fout, on fait pas de la pub, Mais on je continue plaisante. à avoir des idées. Vous n'avez rien à Porte-parole. vendre, vous? Ah, c'est vous vendez vous-même. Bah, dis donc. Parole de l'association des Vous avez médecins retiré urgentistes beaucoup de d'argent France. Alors, est-ce que vous aimez Toulouse? Bien sûr. Eh bien justement, ça tombe bien, parce qu'on va prendre la direction de Toulouse avec Alexandre Priam pour parler de la mêlée Un numérique. C'est torrent, demain. alors un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence se fond Jusque dans tes violettes. Bon, on va arrêter On de se chanter traite parce que de la con. météo va se détériorer. À peine